Chère lectrice, bonjour. Aujourd'hui, tu vas assister à des interviews sous un format différent de celles que je donne d'habitude, dans le sens où cette fois-ci, j'ai mon interlocuteur en face et je vais parler. Alors, tu vas dire, ouais, mais elle parle tout le temps, elle, de toute manière. Oui, mais donner une interview et écouter la personne sans parler soi-même, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué que je ne le pensais. Écrire des textes et les relire à la personne en face et avoir sa réaction, ça donne un effet complètement différent que de celui auquel j'aurais pensé. Mais personnellement, j'ai passé un super moment. Je pense que mes invités aussi. Je remercie encore une fois Alban, celui qui va lancer les interviews, de son idée, parce que c'est grâce à lui que nous les avons réalisées en vidéo. Et j'ai tellement aimé l'exercice, pour ma part, que je vais le faire avec d'autres auteurs invités. Donc maintenant, je ne vais pas me taire parce que tu vas voir la vidéo, mais je te laisse écouter l'interview de chaque invité pour cette semaine spéciale pour les auteurs zèbres. À très vite. Chère lectrice, bonjour. Aujourd'hui, tu vas assister à des interviews sous un format différent de celles que je donne d'habitude, dans le sens où cette fois-ci, j'ai mon interlocuteur en face et je vais parler. Alors, tu vas dire, ouais, mais elle parle tout le temps, elle, de toute manière. Oui, mais donner une interview et écouter la personne sans parler soi-même, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué que je ne le pensais. Écrire des textes et les relire à la personne en face et avoir sa réaction, ça donne un effet complètement différent que de celui auquel j'aurais pensé. Mais personnellement, j'ai passé un super moment. Je pense que mes invités aussi. Je remercie encore une fois Alban, celui qui va lancer les interviews, de son idée, parce que c'est grâce à lui que nous les avons réalisées en vidéo. Et j'ai tellement aimé l'exercice, pour ma part, que je vais le faire avec d'autres auteurs invités. Donc maintenant, je ne vais pas me taire parce que tu vas voir la vidéo, mais je te laisse écouter l'interview de chaque invité pour cette semaine spéciale pour les auteurs zèbres. À très vite. Voilà. Alors, bienvenue à toi, autrice hypersensible et zèbre selon l'appellation la plus connue. Nous allons vivre une expérience particulière. Tu vas voir, tout va bien se passer. Prends une tasse de tisane aux orties et aux artichauts bretons bio. Oui, même en Belgique, on doit réussir à se fournir. Pas de souci, on trouve ça. Et donc, vas-y, on va démarrer la lecture des questions de cette interview particulière. Donc, j'ai pour habitude de proposer des horoscopes humoristiquement novateurs et inspirants pour les étapes importantes de l'année. Donc, d'habitude, il y a l'horoscope de Pâques, l'horoscope des grandes vacances, la rentrée, Halloween, Noël, Nouvel An, Saint-Valentin. Voilà. Je vais réduire un petit peu parce que j'ai trouvé que c'était un peu beaucoup quand même. Mon assistant qui boude après. Donc, nous allons conduire cet entretien décalé autour des 4 éléments fondamentaux. Donc, l'élément feu. Parle-nous de ce qui t'anime en tant qu'autrice. La question du bélier. Parlant de la turbine de ta cervelle. Comment arrives-tu à t'ancrer? En pleine mer en la lançant, verrouillé sur une chaise, 2 claques pour réhabiter ton corps. Explique-nous. Un peu de tout, j'ai envie de te dire. En fait, plutôt vissé à la chaise, ça c'est mon état de la journée, surtout dans les temps qui courent, puisque voilà, l'écriture de texte, ben, à un moment donné, ben, on doit bien être vissé à une chaise pour écrire. C'est compliqué d'écrire en marchant, c'est qu'on peut penser en marchant, on peut conceptualiser en marchant, mais une fois qu'on passe à l'acte d'écrire, eh bien, il faut bien s'asseoir. Et c'est vrai que ça me centre. C'est une belle façon de me centrer justement par rapport à la tête qui rumine que de plonger dans l'écriture. Donc en vissant mes fesses sur une chaise, un tabouret qui bouge d'ailleurs, vous pouvez voir, un tabouret qui bouge pour que je n'ai pas mal au dos. Et donc, c'est une très bonne manière pour moi, l'écriture, effectivement, pour arrêter ce mental qui tourne, parce que ça m'emmène dans une histoire où l'imaginaire prend le dessus et j'oublie de ruminer. Voilà. Mais de temps en temps, pour arriver sur ma chaise, j'ai bien besoin de me donner 2 claques et d'aller m'ancrer. Une manière de m'ancrer, parfois, quand je sens que je pars dans tous les sens, c'est de me mettre pieds nus dans le gazon. Ça marche très, très bien.
Et donc, je mets pieds nus dans le gazon et vraiment, je réfléchis à voilà, à ces pieds qui s'ancrent comme s'il y avait des racines au bout de mes orteils. Et c'est une image voilà, qui fonctionne assez bien chez moi. L'avantage, c'est que ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, entre les deux claques, les pieds dans le gazon et les fesses vissées sur la chaise, je trouve plus ou moins mon équilibre pour arrêter de ruminer. Bien que la rumination revient au galop dès que tout ça s'arrête, on est bien d'accord. Oui. Mais j'aimerais bien aussi la technique magique qui fait que, hop là, on arrête. La question du lion. Zèbre, abeille travailleuse, fourmi ou cigale, ou tous en même temps? Oh là là, tous en même temps. En tout cas, je suis une grosse bûcheuse, ça c'est sûr. Alors souvent, je me plains. Hein. Je me dis, oh, arrête, prends du temps pour toi. Mais j'ai aussi l'impression que c'est un besoin. Donc, à la fois, il y a une fatigue physique qui s'installe à force de bosser toute la journée et qu'on a aussi envie de profiter de ses amis, d'aller faire une balade dans la nature parce que je suis très, très connectée à tout ce qui est nature, etc. J'aime beaucoup, ça me ressource énormément, d'où l'idée des pieds dans l'herbe d'ailleurs. Mais il y a aussi cette part de moi qui a toujours envie d'être dans une espèce de... Alors, mission, c'est un peu un grand mot, hein, mais je n'ai pas d'autres mots, en fait. Cette idée d'être dans quelque chose d'actif. Et donc, cette espèce d'abeille travailleuse est là quand même toujours aussi et me rappelle à l'ordre. Donc, je pense que le tout, c'est d'avoir une espèce d'équilibre, mais je le trouve pas toujours évident à trouver. C'est plus souvent mes proches ou mes amis qui me rappellent à l'ordre parce que là, il faut bien, à un moment donné, éteindre le PC ou arrêter de penser à des idées de livres ou de ce qu'on va faire ou comment est-ce qu'on pourrait être utile à quelque chose. Mais c'est presque un combat, j'ai envie de dire, d'arrêter de bosser. C'est vrai. Oui, c'est sûr que... Moi, j'ai toujours un bloc-notes en plus à proximité, donc je mets toujours des idées et tout, et ouais, j'ai le même problème. Et le truc que j'ai trouvé la dernière fois, c'est juste de m'installer dans ce canapé-là, en me disant, tiens, j'arrête. Et là, je vais juste me plonger dans un livre, et à chaque fois de me remettre dans le livre. Et ça a marché. Donc, il y a des solutions. La lecture et l'écriture, c'est magique, c'est vrai, ça marche bien aussi. Ouais, ça permet vraiment de se plonger dans l'histoire. Et puis là, là j'ai réussi à ne pas penser à autre chose et tout. Alors que pour comparer avec la télé, je trouve qu'il y a trop de stimulation et là, ça ne va pas. Ouais. Vive les livres. Moi, j'ai trop envie d'aller attraper le téléphone ou quoi. Et du coup, si je pars sur le téléphone, c'est terminé, quoi. Et j'arrive à suivre le film comme ça en étant sur le téléphone. Donc, c'est mort, quoi. C'est vrai que la lecture, c'est un bon point d'ancrage parce que quelque part, on ne peut pas lire et faire autre chose en même temps. C'est impossible. Tandis qu'on peut très bien regarder un film, alors pas tous les genres de films, évidemment, si on est complètement pris dans le film, on arrête toute autre chose aussi, mais si on s'ennuie un peu, ou si c'est un peu, c'est vrai qu'on va pouvoir prendre son GSM, zapper, enfin d'ailleurs la zappette c'est bien connu pour la télé, on ne sait pas zapper avec des bouquins, et donc c'est un moyen d'ancrage qui est très très bon aussi, comme l'écriture. Je recommande. Voilà. La question du Sagittaire, qu'est-ce plus que tu mets dans tes livres, ces petites pensées d'ingrédients qui font craquer les lecteurs? Ah, mais ça, c'est à eux qu'il faut demander, évidemment, mais c'est vrai que j'ai la chance, et je pense que beaucoup d'auteurs ont cette chance d'avoir quand même des retours de lecteurs, ne fût-ce que quand on va dans des salons ou via les mails, des lecteurs qui nous font des retours de leur lecture. Et c'est vrai que ce qui me disent le plus, c'est que ça ouvre les cœurs et les esprits, que mes romans ouvrent les cœurs et les esprits, qu'en fait, il y a toujours quelque chose au bout qui fait qu'on a ouvert quelque chose, une petite capsule qui était fermée auparavant. Il y a un ou deux romans où on m'a dit ça m'a mis en joie, et ce qui était très étonnant parce que ce sont des romans où je n'étais pas en joie en les écrivant. Donc ça explique une fois de plus la magie de l'écriture et ce peut-être vers quoi on va quand on est dans un certain état. Et alors, j'ai Zebraska qui parle des zèbres, et là, c'est le nombre de retours, le voilà. C'est le nombre de retours vraiment le plus touchant. Ce sont des retours très touchants que j'ai eus, parce que je pense que si on est sensibilisé par Zebraska, on l'est fort. Ou bien ça nous passe par-dessus la tête. Hein. Il y a des livres qu'on lit comme ça. Et du coup, les témoignages que j'ai eus, c'était vraiment jusqu'à voilà, merci Madame Barry, vous m'avez sauvé la vie, vous m'avez redonné de la lumière, et ça c'est quelque chose quand on est auteur, voilà,
n'importe quoi peut se passer d'autre dans la journée ou dans la semaine. On a l'impression qu'il y a quelque chose de sensé, et Dieu sait si pour les zèbres c'est très important, le sens, qu'il y a quelque chose de sensé qui s'est passé par rapport à un acte qu'on a fait. Et ça, je pense que c'est très, très important. Et avec Zebraska, pour moi, c'est voilà, c'est une belle magie que j'ai en retour. Et c'est vraiment, du coup, l'idée d'une écriture non plus à sens unique, mais qui va vraiment dans les deux sens. Et c'est comme ça, je pense, qu'elle doit se voir. En tout cas, c'est comme ça que moi, je la vois. Mhm. Je ne peux pas trop en parler encore parce que j'ai lu 50 pages, donc voilà. Mais j'aime bien, c'est la vision du jeune garçon qui se dit: oh, mon père a été jeune. Ouais, oui. Et ça me fait beaucoup rire parce que je me dis, mais oui, et puis bon, quand on regarde les enfants, on s'aperçoit qu'on passe tous par les mêmes phases. Hypersensible ou pas, on a tous les mêmes phases. Et là, de voir cet ado comme ça, je me suis retrouvée à 15 ans, disons, et j'ai eu les mêmes réactions, quoi. Moi, j'en suis Moi, quand arrivée mes là. Mais oui, mais c'est bien quand mes ados, ils lèvent les yeux au ciel parce que je fais une réflexion ou que je leur dis un truc où ils ont l'air étonnés. Et je leur dis souvent, c'est vraiment une phrase que je leur dis souvent, tu sais, j'ai eu ton âge un jour. Parfois, ils sont étonnés ou parce que je les surprends à penser ou à dire quelque chose. Voilà, je suis passée par là moi aussi. Et c'est vrai que ça les surprend toujours de se dire, tiens, ma maman a eu mon âge, quoi. C'est vraiment quelque chose. Et c'est clair que j'ai pensé la même chose à leur âge. Hein, donc, voilà, c'est étonnant. Merci de le relever, c'est sympa. Bah après, on en reparlera quand je l'aurai fini parce que je ferai un retour. Mais parce que voilà, moi, j'aime bien faire des retours aux auteurs. Et alors, quand j'ai la chance de leur parler en direct, je me rappelle une fois dans un salon, donc j'en vois un. Et je lui dis, c'est bon, il n'y a personne. Alors voilà, j'ai aimé ça et ça dans le bouquin, mais je ne peux pas en parler parce que sinon je vais spoiler l'histoire, donc ça ne va pas. Et après, je regarde, c'est bon, il n'y a personne, je peux parler. Parce il y a des trucs que je m'interdis de dire parce que je veux garder le plaisir de De la l'histoire. lecture, Donc, bien sûr, ouais. ouais. Et même quand je parle des personnages, c'est pareil, il y a des moments, j'essaie de pas trop creuser. Dans mon retour sur le personnage, les raisons qui font que je l'aime bien, parce que sinon, bah, je raconte l'histoire, donc ça ne va pas. Mais c'est vrai que oui, moi, celui-là, j'ai foncé dessus parce que en ce moment, je lis pas mal de trucs sur l'hypersensibilité et tout ça. J'ai enfin réussi à m'ouvrir là-dessus et donc à essayer de creuser le sujet. Et pour une fois, c'est un roman. C'est pas Ouais, des ah oui, théories et tout ça. Ça nous emmène vers autre chose. Et c'est je ça. dis, ah, ça va être rafraîchissant. Parce que... Oui, puis je pense dans un roman, et c'est ça, c'est le pouvoir des histoires pour moi, c'est on y entre par les tripes et par le cœur, tandis qu'un livre ou un essai ou quelque chose voilà, j'ai envie de dire sérieux, pas qu'un roman ne soit pas sérieux, mais on s'entend, on se comprend, on y entre avec la raison. C'est pas du tout le même mode de lecture. Et je pense que c'est intéressant de rentrer par l'art, de toucher un sujet sensible, ce qui est le cas, en tout cas important ou profond, euh, par l'art ou par les histoires et par le cœur du coup et par les émotions et les sentiments et non par la raison. C'est une autre approche que je trouve très intéressante parce que parfois on retient plus. Euh, pour pour l'anecdote, il y a une université aux États-Unis, j'ai oublié laquelle, l'université de médecine, où quand les élèves viennent chercher, les bleus, donc en première année, viennent chercher leur syllabi, on leur dit, voilà, ça c'est les cours à étudier pour la première année. À côté de ça, on vous donne une liste avec tous les romans qui parlent de médecine. Parce que ça, vous trouverez là-dedans des choses que vous ne trouverez jamais dans vos syllabus. Ah bon, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas étudier ces syllabus, hein, sinon Non, ça devient dangereux d'aller se faire opérer ou d'aller chez le médecin. Mais je veux dire, j'ai trouvé ça très beau, cette image. Je veux dire, voilà, il y a le côté théorique, pratique qui va. Et puis, il y a le côté humain, sensible, le côté du cœur, le côté des émotions. Et ça, vous allez le trouver dans les histoires. Et moi, c'est ce que je trouve important dans les histoires. c'est vrai que bah, justement, j'ai fait des cours de psychologie dans mes jeunes années. Et il y avait l'histoire de la psychologie, parce que la psychologie, la discipline en tant que telle, elle a quoi? Elle a 100 ans ou un peu plus. Et là, il parlait, on est reparti dans l'Antiquité avec les philosophes grecs, etc. Et comment ils ont réussi à parler de l'esprit et tout. Et je crois que ça a été une partie que j'ai le mieux intégrée parce que bah, justement, on parlait du mécanisme de l'esprit de la personne, mais aussi comment ils ont pu s'y intéresser, etc. Et le contexte, il y avait une version qui était complètement différente de toutes les grandes théories de voilà, alors l'être humain, il est comme ça, il pense comme ça et tout, machin. Et puis on avait des personnes, des Oui, gens c'est ça. réels. Et puis, c'est rattaché à la vie et au quotidien. Voilà, c'est ça, oui.
Enfin, moi, ça m'avait plus parlé. Mais je pense que oui, nous aussi, on s'attache à d'autres détails auxquels d'autres personnes ne s'attachent pas forcément. Et cette quête de sens, voilà, Oui. s'il y a pas de sens, c'est beaucoup moins facile à comprendre, je trouve. Alors maintenant, justement, on va passer dans l'élément R. Donc, on va parler de la femme derrière l'autrice et pas uniquement de la maman. La question des Gémeaux. Alors, quel animal de compagnie adopterais-tu? Et donc, je propose des animaux, hein, un furet, un rat, une chouette ou une tarentule? Oh, une tarentule, sûrement pas. Je vais aller par élimination. Euh, j'hésite entre la chouette et le furet. Le furet, pour l'idée, je- il y a une idée de douceur dans le furet qui me plaît. Je vois, voilà, je vois des poils doux ça me plairait. Et dans la chouette, il y a quand même ce côté, il y a ce côté, j'ai l'impression que je pourrais parler à ma chouette. Voilà, qu'on pourrait avoir des discussions ensemble, qu'on pourrait voir le monde et puis elle pourrait guetter la nuit pendant que je dors. Et non, j'aime bien l'idée de la chouette. En fait, pour finir, je pense que je prendrais la chouette. Ce serait ma compagne la plus complice. Il n'y a personne qui a choisi la tarentule, hein. Je ne comprends pas Ah non, non. pourquoi. Moi, je comprends pas pourquoi non plus, mais je sais que c'est pas ça. En tout cas, ça, c'est sûr. Moi, je me suis fait rire avec mes propositions parce que je me suis dit, moi, une tarentule, mais je suis à la porte, hein. C'est direct. J'aime pas non plus. Ah non, je ne supporte pas, non, non. Je suis capable de hurler parce que j'en vois une qui avance, hein. La question de la balance, donc. Ah bah, on parlait de trucs qui ne sont pas agréables. Comment réagis-tu face à un bruit que tu détestes, produit par un élément ou une personne extérieure que tu ne peux pas arrêter, bien sûr, comme un cliquetis de stylo, un mâchonnement de chewing-gum et une couleur ou une odeur? Je fuis. Je suis très sensible à tout ça. Donc, par exemple, je m'entends souvent si on regarde un film en famille. Souvent, je dis, vous voulez pas baisser le son, vous voulez pas baisser le son quand l'action monte et que tout à coup, il y a et de la musique et des bruits de feu. À un moment donné, ça me. Voilà. Donc quand je peux demander, je demande. Je demande d'arrêter quand c'est possible. Et je pense que si c'est pas possible, je fuis, en fait, parce que c'est juste pas supportable. Ça peut atteindre des sommets. Alors, un bruit de bique, on peut encore demander gentiment arrête. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que j'opterais pour la fuite. C'est de l'instinct de survie. C'est vraiment, voilà, c'est le cerveau primaire là tout derrière. Ouais, je pense au cinéma quand ils mangent des pop-corn et tout, là. Et là, on peut La demander. Ça m'est arrivé de demander. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu de demander gentiment, de faire moins de bruit. Mais c'est pour tout. C'est pas que le bruit. C'est quelqu'un, par exemple, qui frappe dans le fauteuil avec son genou à l'arrière. Ce sont des choses ça m'insupporte vraiment très très fort. Et je trouve que on peut tout demander, tout dire. Il y a une manière de le faire. Je pense que souvent, si on le fait gentiment, on dit écoutez, c'est moi qui ai un problème, c'est pas vous. Mais donc, est-ce que vous voulez pas? Du coup, ça se passe bien. Mais c'est vrai, comme tu disais, il y a des moments où c'est pas possible. Alors, il n'y a que la fuite qui est possible. La question du verso, peux-tu te laisser porter si on t'emmène dans un endroit inconnu, les yeux bandés? Ah, j'ai beaucoup de mal. En fait, je vais te dire, ça dépend qui m'emmène. On va dire ça comme ça. Ça dépend vraiment qui m'emmène. Je crois que c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai totalement confiance. Je jouerai le jeu, mais je ne serai pas à l'aise. Je te mentirais en disant que je serai à l'aise. J'aime bien l'inconnu, j'aime bien être surprise, mais j'aime quand même bien contrôler un petit peu, hein, un petit peu beaucoup même. Et donc, si ce n'est pas une personne en qui j'ai complètement confiance, je ne me laisserai jamais emmener les yeux bandés nulle part. Ça c'est une certitude. Donc, vraiment, le tout, c'est pas le fait d'être dans l'inconnu, les yeux bandés, c'est de savoir qui m'y mène. Et voilà, on en revient à la personne, c'est toujours la confiance en la personne. Et voilà, c'est très Je crois important. que quand j'en ai parlé à Alban, je lui ai dit que c'était des amis qui voulaient lui lancer un défi. Et donc, il lui disait, voilà, on te bande les yeux et après, tu réalises le défi ou pas. Et je crois même que j'avais poussé jusqu'au point où je lui avais dit, bah, on t'emmène par exemple dans un acrobranche. Et puis là, on te dit, au pied de l'arbre, on te dit, bah, vas-y, monte maintenant. Et puis, est-ce que tu serais monté ou
Parce qu'à chaque fois, dans les questions, je me suis amusée aussi à me projeter dans le truc. Ouais, bah Et oui. enfin, moi, au pied de la probranche, c'est no way, hein. Je fuis, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que par défi, par exemple, bah, pareil, je me laisserai porter par des gens que je connais bien. Et il y en a qui seraient capables de me dire, allez, on te lance un défi, tu fais, et puis tu ne te poses pas de questions. Mais si je dis, ouais, ouais, c'est bon, j'y vais, et que je me retrouve en bas de l'acrobranche, j'aurais mieux fait de me taire. Tout à fait. Faut jamais dire oui avant de savoir ce qui nous attend. Enfin, voilà, c'est ça. Et donc, en parlant de terre, nous allons parler de l'élémentaire. Une transition. Parlons de tes livres et des arbres qui les fabriquent. La question du taureau. Comment gères-tu ton inspiration? Si elle est en panne, que fais-tu pour la rappeler à toi? Bon, on en a un peu parlé déjà. Marcher, prendre un bain de boue, courir nu dans les champs. Tu me donnes des idées là. Euh, Écoute, les pannes, oui, ça m'arrive d'être face à un texte que je dois rendre pour quelques jours après. Et je me dis, oh, je trouve pas, ou j'ai pas l'inspiration, j'ai pas envie, ou je suis fatiguée. Bon, ça arrive. Mais je pense que c'est un faux problème parce qu'on part du principe qu'écrire, c'est se mettre derrière son ordinateur et produire un texte. Or, pour moi, l'écriture commence bien en amont. Donc, dans l'idée et dans le concept qu'on se fait. Donc, souvent, moi, je sais que j'ai besoin de temps. Je ne suis pas quelqu'un, on ne peut pas me dire il faut un texte pendant 2 heures, là, tu me poses un truc là-dessus. Oui, si c'est 5 lignes, j'ai pas de souci, mais j'aime pas ça. J'ai vraiment besoin de m'installer dans le texte. J'ai besoin de nourrir mon âme avec toutes les choses qui me parlent. J'ai besoin de sortir mes petites antennes qui parlent du sujet et d'aller chercher partout dans ce que j'entends, dans ce que je vois, dans ce que je ressens, quelque chose qui va nourrir mon texte. Et quand tout ça est nourri, que j'ai fabriqué ce que j'appelle un grand sol pleureur qui déborde de partout, avec plein d'infos, seulement je commence à écrire. Alors je taille mon petit bonsaï et j'arrive à mon texte. Mais je me mets rarement derrière mon ordinateur tout de suite en me disant, bon voilà, on va parler de ce sujet-là, j'y vais. J'ai vraiment besoin en amont de conceptualiser, et c'est déjà écrire. Avant, je disais, mais j'ai rien foutu, mais en fait, c'est pas vrai que j'ai rien foutu. J'ai déjà écrit, tout est dans ma tête, après, il faut le poser, évidemment. Et je me rends compte que cette conceptualisation-là, elle se fait en vivant, en fait. Donc, effectivement, en marchant dans la forêt, dans ma voiture, j'ai comme toi un petit carnet, donc je m'arrête, le feu est rouge, oh, j'ai une idée, vite je note. Sous ma douche, à la douche, c'est génial. Parce qu'en fait, la douche, il y a 2 principes. Il y a l'eau qui coule sur le corps, donc, et j'ai l'impression que pendant qu'elle nettoie le corps, elle nettoie aussi ma tête. Et j'ai souvent des idées qui se mettent en place sous la douche. Dès qu'on appelle quand on est coincé sur un truc, eh bien, ça se décoince sur la douche. Et au lieu d'essayer d'être derrière son texte pendant 1 heure et on s'énerve parce que ça n'avance pas, il vaut mieux, alors je ne vais pas prendre des douches 4 fois par jour non plus, mais je constate souvent que le matin sous ma douche, j'ai des réponses à des questions qui restaient sans réponse depuis quelques jours. Les balades dans la nature, le fait de couper, le fait de simplement aller, de se dire, bah, j'éteins l'ordi, quoi, je fais autre chose, est souvent beaucoup plus productif que de s'acharner à rester derrière un texte où on sent que ça ne vient pas, j'ai envie de dire. Plus on force, et pire c'est. Mais courir toute nue dans les champs, je n'ai pas encore fait. Ah, écoute, c'est un concept. Un concept comme un autre, mais pourquoi pas? Voilà, je tenterai de ne pas être visible, allez, bon, quand même, mais pourquoi pas? C'est vrai que le fait de n'avoir aucune entrave peut être quelque chose de symboliquement très intéressant. On va commencer par le jardin, si tu veux bien. La question de la Vierge. Aimerais-tu que l'on crée un cours de potions à l'école, comme dans l'école du sorcier Harry Potter? Tu connais l'univers d'Harry Potter? Oui, 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 tout à fait. Donc oui, avec un professeur comme Severus Rogue, c'est la base. Ah ben oui, ça c'est quand même, ça c'est la partie inconnue que j'aime bien, parce que c'est un inconnu qu'on te propose où tu vas pouvoir contrôler quand même quelque chose. Et donc, c'est quelque chose qui m'excite, j'ai envie de dire. Et puis, c'est surtout une porte ouverte vers l'imaginaire. Et là, je ne peux pas dire non, quoi. Là, je peux pas dire non. C'est sûr. La question du Capricorne. Comment réagis-tu avec ceux qui détestent tout et descendent ton livre juste pour aller à contre-courant? Vaudou, mauvais sort ou mépris, l'étouffer avec ton coussin de colère? Lâche-toi, ça peut servir d'avertissement à ceux qui liront. Non, les arbres ne sont pas tous gentils. Tordons le cou à cette idée tout de suite.
Oui, oh, l'étouffer avec un coussin, quoi. En tout cas, mentalement, on s'entend bien. Je ne ferai jamais. Voilà. Je dis toujours, on peut penser ce qu'on veut, on ne peut pas agir comme on veut. Mais donc, l'imaginer étouffé sous un coussin, ça peut faire du bien. Ça peut vraiment faire du bien. Surtout quand on n'a pas de droit de réponse. Parce que c'est souvent le cas si on a par exemple un journaliste qui descend notre bouquin. Voilà. Déjà, je trouve pas ça sympa parce que moi, je préférerais, si j'avais une rubrique dans un journal, y mettre un livre que j'ai adoré pour le conseiller aux gens que de descendre un livre que j'ai pas aimé. Pourquoi? Parce que d'abord, je vais me dire, ben, moi, j'ai pas aimé, mais d'autres pourraient aimer. Donc, c'est subjectif. Tandis que si j'ai adoré, ben, je peux influencer d'autres pour qu'ils adorent aussi et leur faire passer ce bon moment que moi, j'ai passé. Bon, ceci dit, un critique reste un critique et il a tout à fait le droit. Voilà, ça fait partie du jeu de descendre un livre. Mais c'est vrai, comme tu dis, on peut avoir parfois l'impression, je ne parle pas forcément de mes livres, mais en général, qu'un livre est un peu descendu par snobisme ou parce que ben, ça donne du crédit à la personne qui le critique de dire qu'elle n'a pas aimé ou qu'elle n'a pas aimé une partie. Voilà, alors que je trouve que c'est pas du tout niais ou bisounours d'encenser un bouquin ou d'encenser un film. Mais là, on n'a pas de droit de réponse en tant qu'auteur. Ce qui est à la fois plus facile et plus difficile, c'est sur les réseaux sociaux, parce que ça peut arriver sur les réseaux sociaux, peut-être pas sur un livre, mais sur un post qu'on fait ou une remarque, et où souvent c'est assez acerbe et voire mal poli. Et moi, j'ai déjà eu des ferme ta gueule, hein, je veux dire vraiment, j'ose à peine le répéter ici. Et je dois dire que dans un premier élan, j'ai vraiment un accès de colère. Pas sur le fond, parce que de nouveau, on peut dire je suis pas d'accord avec toi, j'ai pas de problème avec ça. Ouvrons un débat, c'est même très intéressant. Et partageons. Et justement, c'est dans les esprits divergents qu'on va trouver quelque chose pour avancer. Mais ce genre de réflexion-là, vraiment, ça, je peux pas, quoi. Et j'ai appris avec le temps d'attendre, en fait. C'est comme le texte tout à l'heure dont on parlait. Il y a une forme de blocage qui se fait. Et là, c'est la colère. Pourquoi la colère? Parce qu'on a un sentiment d'injustice, on a l'impression de ne pas avoir été entendu pour ce qu'on a voulu dire. Et puis là, il vaut mieux, je trouve, alors freiner, aller faire un tour. Et puis, si on a envie de répondre à la personne, lui répondre, mais alors lui répondre vraiment avec beaucoup de diplomatie et beaucoup de tact. Et à la limite, une extrême gentillesse. C'est pas pour ça que le fond doit être doux, mais dans la forme. Et souvent, je me suis rendu compte que ça cloue le bec à la personne en face. C'est une bonne façon de pouvoir répondre qui, à la limite, qui fonctionne mieux que la colère ou que. Mais on doit avoir ce droit de réponse. Et puis bon, parfois, quand on est face à une personne qui est même carrément parfois désaxée, je veux dire, dans sa méchanceté, donc bon, là, il faut couper court et arrêter le dialogue, quoi. Mais alors, souvent, je le dis. Par exemple, je dis, bon, voilà, je crois qu'on va arrêter le dialogue là. Je pense que ça ne m'apporte rien, ça ne vous apporte rien non plus. Et voilà, mais j'essaie quand même toujours que ce soit diplomate et tempéré. Mais dans ma tête, dans un premier temps, il est clair que la personne étouffe sous un coussin. Ça c'est évident. C'est vrai que enfin, moi, j'ai vu ça, mais pour une autrice dont j'avais lu le livre. Et il y a quelqu'un qui a été donc critiqué le livre. Jusque-là, j'ai pas de problème avec ça non plus. Mais par contre, aller raconter une scène importante du livre en disant c'est n'importe quoi, sur le coup, j'étais furieuse et j'ai dit, mais quel manque de respect pour l'autrice. Ouais. Parce que je dis, ça ne se fait pas. Et qu'on n'ait pas aimé un livre, ok. Qu'on dise pourquoi, jusque-là, tout va bien. Mais qu'on n'aille pas en plus démonter son livre comme ça, parce que je crois que ce soit pour des livres ou pour autre chose, d'ailleurs, on oublie qu'il y a des gens derrière. Il y a des personnes. Et que ces personnes, bah, elles ont donné du temps, de l'énergie, même de l'affectif, beaucoup. Et il faut respecter tout ça. Parce oui, que... Un jour, j'ai eu un discours comme ça avec un journaliste qui disait oui, mais bon, c'est le travail qu'on critique, pas la personne. Je dis, mais détrompe-toi, surtout dans un livre. Alors, c'est pas un dossier qu'on remet pour rentrer un permis de bâtir, voilà, où on peut dire, écoute, franchement, t'as bâclé ton truc, quoi. Il y a, comme tu disais, de l'émotion, beaucoup d'amour dans l'écriture d'un livre. On met beaucoup de soi, même si c'est pas soi, si c'est une fiction, on ne se raconte pas soi, mais il y a quand même beaucoup de soi derrière. On met du temps, on a de l'amour pour nos personnages. Ça peut paraître aussi bizarre parfois, mais c'est la réalité. On s'attache à eux, donc il y a tout un affectif qui va là-dedans. Donc quelque part, quand on détruit un livre, dans le sens détruire, pas faire une critique objective, mais vraiment détruire, on détruit un peu la personne qui l'a écrit aussi. En tout cas, c'est comme ça que l'auteur ou l'autrice va le ressentir.
Oui. Et donc, comme tu disais, c'est vraiment un manque de respect parfois que de faire cette chose-là. C'est un manque de respect, non pas pour le livre, mais pour l'être humain qui a fait ce travail derrière et qui a mis beaucoup de lui-même, quoi. Alors, maintenant, on va passer à l'élément O. Autrice, certes, lectrice aussi. J'ai toujours tendance à anticiper sur mes trucs. Hein. Ah, c'est La, très chouette. la question du cancer, aimes-tu les films d'horreur ou les romans psychologiques qui font peur? T'arrive-t-il de pleurer avec des personnages ou de crier en même temps qu'eux? Fuis-tu les douches suite au film de Hitchcock ou les voitures suite au film de Christine de Stephen King? Alors, je déteste les films d'horreur. Je suis totalement incapable de regarder un film d'horreur. Et s'il y a une scène un peu difficile dans un film, je ferme les yeux et je dis aux gens qui sont autour de moi, tu me dis quand je peux regarder. Ils ont l'habitude. Et si à un moment donné, il y a eu un film qui était vraiment malsain et que je l'ai quand même regardé, je, je ne suis pas à l'aise en quittant mon canapé pour aller jusqu'à mon lit et dormir après. J'ai vraiment... Et pourquoi? Et je pense que ça a à nouveau un lien avec la sensibilité. C'est que moi, quand je regarde un film, je suis dans le film, quoi. Je suis l'héroïne ou l'anti-héros, je me fâche avec eux, je me dis mais c'est pas possible, je m'énerve. Souvent j'entends mon mari qui me dit c'est un film. Et donc c'est vrai que du coup les films d'horreur, ben, ça ne me va pas du tout parce que moi je suis la petite fille qui va voilà qui va regarder sa maman égorgée par un monstre. Je peux pas, c'est juste pas possible de regarder un truc pareil parce que je le prends au premier degré. Par contre, je pleure beaucoup avec mes personnages, je crie beaucoup avec eux pour la même raison. Donc quand il y a un film où il y a une petite chose un peu triste, ou un chien qui a mal à la patte, ben je pleure. Oui, sais, oui, beaucoup. Et du coup, j'ai aussi, voilà, surtout mes fils qui sont grands, hein, 17 et 20 ans, et mon mari. Alors j'ai trois paires d'yeux qui se tournent vers moi avec un petit sourire, qui n'est pas un sourire moqueur, qui est un sourire complice, parce qu'ils savent très bien à quel moment la petite larme va couler. Et voilà, donc voilà, c'est une participation complice au film et ça ne me pose pas du tout de problème voilà, de pleurer devant eux parce que c'est quelque chose qui, voilà, c'est une manière de lâcher l'émotion qui est fréquente chez moi et j'ai appris à plus la cacher, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, je le dis, si à un moment donné il y a quelque chose d'émouvant, quelqu'un qui me dit quelque chose de très émouvant, ça va vraiment m'arriver d'avoir la larme à l'œil. Et je sais que parfois ça gêne les gens. Alors je le dis, je dis, oh, excuse-moi, c'est juste très émouvant, j'en ai la larme aux yeux et alors ça passe, quoi. Oui. Moi, je suis très grande, donc tout de suite, j'ai l'image de quelqu'un de très costaud. Brienne de Tarse de Game of Thrones. Et Ouais. donc, du coup, si on me voit comme ça, on regarde, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Non, mais c'est rien, mais j'entretiens cette image de. Donc, moi, je pleure pas, non. Par contre, les oiseaux du Hitchcock, même encore maintenant, hein, Paradisa, il y a des endroits où je refuse d'aller parce que les volières, là, les grandes volières, Ah non, oui. quoi. Ah ouais, non, non. Oui, ça habite, hein, ça habite vraiment les choses comme ça qui marquent négativement, elles nous habitent à long terme, quoi. Oui, oui, oui. Enfin, moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. J'ai même jamais vu le film en entier, hein. C'est juste un extrait. Et donc là, on va dans la volière de Paradisa. Au moment où on rentre, il y a un perroquet qui crie, qui commence à voler et qui est suivi par tous ses copains. Et moi, j'ai saisi la main de mon compagnon. Le pauvre, il en a encore mal. Et on a traversé la volière en courant. Donc oui, c'est pour ça que je me moquais aussi pour ça, parce que moi j'adore par contre lire des trucs psychologiques et tout ça, mais Oui, derrière, ouais, c'est ça. mais je, mais je trouve ça sympa. Ça dépend. Voilà, ça permet de bien évacuer les trucs et c'est marrant aussi de repartir là-dedans. Et donc justement, on va piquer un petit peu maintenant, on va parler de la question du scorpion. Combien de livres en cours, en écriture, en lecture? Est-ce que c'est un à la fois ou plein avec un ordre de préférence? Ah, c'est compliqué, ça dépend. Alors en écriture, c'est en général un à la fois, mais je peux avoir un roman en écriture et écrire des textes ou des nouvelles sur le côté. Mais deux romans à la fois, je pense que j'aurais du mal. J'ai eu le cas, il y a quelques années, j'étais dans l'écriture d'un roman et j'ai eu une commande pour un roman. Et donc mais j'ai laissé le premier
avec beaucoup de difficultés d'ailleurs. J'ai laissé le premier en plan pour me concentrer évidemment sur la commande que j'avais eue. Et j'ai été retrouver mon roman abandonné après quelques mois pour le reprendre en cours de route. Mais je n'aurais pas été capable du tout de développer les deux en même temps. Je pense que j'ai besoin d'être concentrée et fidèle à quelque part à un développement. En lecture, ça dépend. Je ne vais jamais lire 2 romans en même temps ou lire 2 livres, 2 essais en même temps. Par contre, je pourrais très bien lire un roman et en même temps avoir un bouquin de philosophie qui parle. Parce que pour moi, ça, c'est pas la même chose. Voilà, c'est comme je pourrais regarder un film pendant que je lis enfin pas en même temps, mais je veux dire pendant la même période, lire un livre et regarder des films à la télé, ça me pose pas de problème. Par contre, 2 romans, là, si je suis vraiment prise dans une histoire, ça me perturberait, je pense, d'en avoir plusieurs, plusieurs en lecture en même temps. Je crois que c'est une question de fidélité, en fait, vraiment. Quand je rentre dans l'histoire, de fidélité par rapport à l'histoire, par rapport au personnage, j'ai envie qu'ils m'envahissent, qu'ils m'habitent, et j'ai l'impression que je leur dois bien ça en retour, que de leur consacrer tout mon temps et pas toute mon énergie, bien que je trouve que la lecture demande une certaine forme d'énergie quand même. Oui. Je viens de finir Mémé Ludger de, je ne sais plus comment il s'appelle, l'auteur. Et c'est vrai qu'en plus, c'est une grand-mère de 102 ans, enfin grand-mère, une dame de 102 ans, et elle se retrouve au commissariat et donc elle a aidé un couple à fuir et elle a tiré un coup de fusil sur son voisin. Donc il n'est pas mort ni rien, c'était des plombs, mais voilà. En même temps, elle en a profité pour régler ses comptes. Et elle m'a tellement habitée pendant je sais pas, je l'ai lu assez vite celui-là. Et du coup, là, je sais pas, je me dis, il faut que je fasse une pause ou quoi parce que elle m'a vraiment touchée, cette femme. Ouais. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à repartir vers autre chose. Et je me dis, bon, on verra, quoi. Je vais la laisser partir tranquillement. Mais oui, il y a des moments où on est très, très touché par des histoires et je ne m'attendais pas à ça au début. J'ai pris le livre en me disant, tiens, c'est un club de lecture et tout, elle en parle. Je vais regarder un peu par curiosité. J'ai été prise au jeu, donc du coup, j'ai continué à lire le truc jusqu'au bout. Et maintenant, je suis là en train de dire, mais reviens! La question du poisson. Je crois que c'est ma préférée, celle-là. C'est vraiment pour finir en beauté. Quelle voix préfères-tu pour te lire une histoire avant de dormir ou en pleine journée au choix? Celle de Barry White, Bohort de Camelot ou Johnny Hallyday? Ah, Barry White. Barry White, vraiment, parce que là, cette rondeur et cette douceur et ah non, ça n'a pas son pareil. Ah, j'aimerais vraiment beaucoup, mais bon, ça ne sera plus possible. Mais ça serait vraiment... C'est une bonne idée, en fait, de prendre comme ça des personnages et d'imaginer qu'ils lisent des histoires. Non, je pense que justement, c'est très important dans la lecture. D'ailleurs, quand je fais des relectures de mes chapitres en écrivant mes romans, je les relis souvent à voix haute parce que je trouve qu'il y a un rythme et une musicalité qu'on ne perçoit pas toujours quand on relit, j'ai pas envie de dire à voix basse, mais dans sa tête, quoi, bien qu'il y ait une petite voix dans la tête qui mette quand même la ponctuation et tout ça. Hein, je nie pas, mais c'est pas la même chose. Et c'est vrai que j'ai eu à plusieurs reprises la chance d'avoir des textes lus, soit par des comédiens, soit par d'autres auteurs qui lisaient mes textes, mais avec beaucoup d'intonation et en se concentrant beaucoup, parce qu'ils avaient eux-mêmes fait le choix du texte en plus, donc c'est souvent alors du coup des textes qui leur parlent. Et c'est juste incroyable. C'est juste incroyable parce que à travers la voix, il y a une transformation du texte qui se fait. Et où j'ai parfois trouvé alors que le texte était vraiment celui que j'avais écrit, où j'ai trouvé des nouvelles choses, rien que par la manière dont c'était dit et par la voix, quoi. Et donc, imaginez un texte, quel qu'il soit, lu par Barry. Alors, j'espère que cette interview t'a plu. Si tu veux avoir des informations sur l'auteur, tu peux aller regarder en description. J'ai mis un lien vers son site
où tu vas pouvoir retrouver des informations pour acheter son livre ou ses livres et pouvoir mieux apprécier son travail. Je te dis à très vite pour d'autres aventures. Abonne-toi, laisse un petit pouce bleu, partage la vidéo pour donner plus de visibilité à l'auteur ou à des livres qui pourraient t'intéresser ou intéresser des personnes que tu connais. Et ben, je crois que j'ai tout dit, à part n'oublie pas d'activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. À bientôt!